Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va enfiler notre casquette de détective du temps. Notre mission, apprendre à lire les histoires incroyables que les roches nous racontent. Vous allez voir, chaque pierre, c'est comme une page d'un immense livre d'histoire, celui de notre planète. Regardez-moi cette merveille, l'Antelope Canyon en Arizona. Ces parois spectaculaires, elles ne sont pas juste belles, ce sont de véritables archives. Elles ont tout enregistré. Le climat, le paysage d'un monde qui a existé bien avant les dinosaures. Mais comment c'est possible? Comment de simples grains de sable peuvent emprisonner la mémoire d'un environnement aussi lointain? C'est cette énigme qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Allez, on commence notre enquête. Et comme tout bon détective, la première chose à faire, c'est d'apprendre à reconnaître les indices. Pour une roche sédimentaire, c'est assez simple. Il y a deux éléments de base. D'un côté, les grains, et de l'autre, ce qui les tient ensemble, la colle en quelque sorte. Et ce qui est fou, c'est que ces roches, on en trouve absolument partout. Elles forment environ 75% des continents et presque tout le fond des océans. Que ce soit des conglomérats qui ressemblent à une sorte de béton naturel avec de gros morceaux ou des argiles super fines, elles dessinent la plupart de nos paysages. Ce sont vraiment les archives de la surface de la Terre. Voilà notre premier mot-clé important, roche détritique. Ça a l'air un peu compliqué, mais l'idée est toute simple. Imaginez une montagne qui s'use avec le temps, à cause de la pluie, du gel, les petits morceaux qui se détachent, les débris ou détritus sont transportés par les rivières, le vent, et finissent par se déposer quelque part. Eh bien, ces accumulations, une fois transformées, deviennent des roches détritiques. Et c'est elles qui nous racontent les meilleures histoires. Maintenant, on change complètement d'échelle. On prend un bout de grès, on le met sous un microscope, et là, c'est une magnifique mosaïque de cristaux qui apparaît. On peut même reconnaître les différents minéraux comme le quartz, souvent un peu transparent, ou le feldspath. Ce sont les briques élémentaires qui, une fois assemblées, vont construire notre roche. D'accord, on a nos briques, mais qu'est-ce qui les fait tenir ensemble? En gros, la nature utilise deux types de colle. Le premier, c'est le ciment. C'est un peu comme le mortier sur un mur. Il se forme après que les grains se sont déposés. L'eau qui circule entre les grains dépose des minéraux qui cristallisent et soudent le tout. L'autre option, c'est la matrice. Là, c'est différent. C'est comme si on avait mélangé les briques avec de la boue avant de construire le mur. C'est une sorte de pâte argileuse qui se dépose en même temps que les gros grains et qui remplit les espaces. Bon, maintenant qu'on sait identifier nos indices, les grains et la colle, la question suivante est « comment ça s'assemble ?» Comment est-ce qu'on passe d'une plage de sable, où les grains sont tout libres, à un bloc de grès super solide? C'est quoi le processus de fabrication? Ce processus, ce qu'on appelle la diagénèse, se déroule en 4 grandes étapes, sur des millions d'années. D'abord, la sédimentation. Les grains se déposent souvent au fond de l'eau. Ensuite, l'enfouissement. D'autres couches viennent les recouvrir. Puis, la compaction. Le poids de tout ce qui est d'au-dessus écrase les couches du dessous. Et enfin, la cimentation. La colle chimique vient tout souder et on obtient une roche bien dure. Faisons un zoom sur la compaction. Pour comprendre, c'est simple. Prenez une éponge pleine d'eau. Si vous appuyez dessus, l'eau sort et l'éponge se tasse. Eh bien là, c'est pareil. Le poids de kilomètres de sédiments accumulés va littéralement essorer les couches du bas, chasser l'eau et rapprocher les grains les uns des autres. Oh, regardez ce graphique, il est super parlant. À gauche, on a une argile à la surface. Elle est gorgée d'eau, avec 80% de porosité, c'est-à-dire 80% de vide. C'est une vraie éponge. Maintenant, à droite, c'est la même argile, mais après avoir été enfouie sous 4000 mètres. Sa porosité est tombée à moins de 10%. Quasiment tout l'espace a été écrasé. Le sédiment est devenu hyper dense. Et voici la touche finale, l'étape qui transforme vraiment le sédiment en roche, la cimentation. Dans le peu d'eau qui reste coincée entre les grains, il y a des minéraux dissous. En cristallisant, ces minéraux vont créer des petits ponts solides entre les grains, ils vont les souder. Pensez au sable sur la plage. Quand l'eau de mer s'évapore, le sel qui reste forme une croûte dure. C'est le même principe, mais en beaucoup plus solide. Parfait. Maintenant qu'on a nos outils de géologue détective et qu'on a compris la recette de fabrication, on est prêt à résoudre une vraie énigme. On va mettre tout ça en pratique avec une étude de cas qui va nous faire voyager 250 millions d'années en arrière. Ah, mais avant de démarrer, je dois vous donner notre arme secrète, l'outil le plus puissant du géologue, le principe de l'actualisme. En gros, ça veut dire que le présent est la clé du passé. Les lois de la physique et de la chimie n'ont pas changé. Donc si aujourd'hui on observe que le sable forme des dunes dans les déserts, eh bien quand on trouve une roche ancienne qui a une structure de dune, on peut en déduire qu'elle s'est formée dans un ancien désert. C'est notre machine à remonter le temps. Alors, voici notre affaire. On part dans les Vosges pour étudier une roche célèbre, le grès des Vosges. Il date du début du Trias, il y a 250 millions d'années. Notre mission, reconstituer le paysage de l'époque, ce qu'on appelle en science le paléo-environnement. C'est-à-dire à quoi ressemblait cet endroit à ce moment-là. Alors inspectons les indices.
Premier indice, on trouve dans ce grès des couches d'argile. L'interprétation, on sait que les particules d'argile, qui sont minuscules, ne peuvent se déposer que dans une eau très calme. Ça ne pouvait donc pas être un torrent agité. Deuxième indice, on trouve des traces de minéraux formés par l'évaporation d'eau salée. Ça sent la proximité de la mer. Chaque détail nous donne une piste. Alors on assemble toutes les pièces du puzzle. Et le verdict tombe. Il y a 250 millions d'années, les Vosges n'étaient pas du tout une chaîne de montagnes. C'était une zone côtière au bord d'une ancienne mer qu'on appelle la mer Germanique. Le mélange de sable et d'argile nous indique qu'on était probablement dans un delta ou un estuaire, là où un grand fleuve venait se jeter dans la mer. Enquête résolue. Bon, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette enquête? En quoi ces histoires de cailloux nous aident à comprendre notre monde? Ce tableau, c'est un peu notre guide d'introduction. Il nous aide à décoder le langage des pierres. Par exemple, si on observe des gros grains, ça veut dire qu'il y avait un courant fort, comme une rivière en crue. On trouve des fossiles marins? Facile, on était dans la mer. Des couches d'argile? Ça nous dit que le milieu était calme, comme un lac. Chaque observation est une phrase qui nous raconte l'histoire de la Terre. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste une curiosité de scientifique. Comprendre ces roches a des applications très concrètes. On utilise le grès depuis des siècles pour construire nos cathédrales et nos châteaux. Et surtout, la porosité, les petits vides entre les grains, c'est super important. C'est là-dedans que se stockent des ressources vitales, comme le pétrole, le gaz et surtout l'eau de nos nappes phréatiques. En conclusion, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que chaque roche sédimentaire est une véritable capsule temporelle. Elle nous raconte d'où viennent ces grains, comment ils ont voyagé et comment ils se sont transformés. Il faut juste apprendre à lire son histoire. Et ça nous amène à une dernière question. Une question pour nous aujourd'hui. Nos villes, nos industries, nos plastiques, tout ça modifie les sédiments qui se déposent en ce moment même au fond des océans. Alors je vous pose la question, dans des millions d'années, quand de futurs géologues analyseront les roches de notre époque, qu'est-ce qu'ils liront sur nous? Quelles traces est-ce qu'on est en train de laisser dans la pierre?